que François m'avait indiqué. Peut-être quelques mots d'abord sur la méthode. Ça vous paraîtra peut-être, j'espère pas trop, décousu. Alors l'idée d'une conclusion, c'est plutôt de prendre de la hauteur. Mais j'ai pris en fait des notes au fur et à mesure de la journée. Je n'avais rien écrit en amont. Et je suis parti de ce qui a été dit. Alors premier point, et c'est le plus important quand même, il me semble que cette journée d'études, et puis tout l'intérêt finalement du cycle des journées napoléoniques, montre comment l'histoire des guerres napoléoniennes, et plus largement finalement de la période, parce qu'on a évoqué plein de choses, notamment sur les fonctionnements administratifs, peuvent être relues, peuvent être nuancées, rentrer dans la complexité des choses, avec deux approches qui sont en fait des approches très, très routinisées, si je puis dire, aujourd'hui chez les historiens. La première, c'est ce que j'appellerais une approche par le bas. Et typiquement, quand on va aller chercher ce que pensent les civils, on est dans une approche par le bas, on n'est plus simplement dans la vision administrative. Et puis dans une deuxième, c'est une approche par l'ouverture à toute une série d'archives européennes. Et alors là, enfin, tous les intervenants de l'après-midi, je pense, sont concernés directement par du travail sur des sources étrangères. Et on voit bien du coup à quel point ça éclaire la complexité des interactions entre les Français et le reste de l'Europe, et de façon générale, comment ça éclaire des interactions dans des situations de guerre. Et là, on se retrouve finalement dans quelque chose d'assez classique, qui est les grands renouvellements historiographiques, qui sont partis en gros des guerres du XXe siècle, et qu'on voit peu ou prou assez bien fonctionner en fait sur les guerres du XIXe siècle. Alors c'est quand même plus difficile sur les guerres du XIXe, sur la période napoléonienne pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ça a été dit plusieurs fois, donc je passe très vite. C'est le problème des sources, évidemment. A fortiori de sources concernant des civils, et pour la période, sachant que quand même une grande partie de la population, et donc on essaie de comprendre les civils, est très faiblement alphabétisée. Donc en fait, cette perception par les civils, elle est en partie faussée par cette dimension-là. Ce qui est certain, et on avait une discussion tout à l'heure sur le pas de la porte qui allait dans ce sens, c'est que la vision idéalisée qui avait été construite des guerres de la période, elle est brisée évidemment face à la réalité de ce qu'est une guerre, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les guerres qu'on observe. C'est ce que Georges Mossé, un grand historien sur les questions du XXe, appelle le mythe de la guerre du XIXe. Bah oui, il y a un mythe de la guerre sur lequel aujourd'hui on est beaucoup plus nuancé. Et puis l'exercice est difficile pour une dernière raison qu'on a aussi évoquée en aparté, c'est parfois l'absence de travaux sur une partie des éléments qui pouvaient nous intéresser aujourd'hui. La question de la fourniture aux armées est revenue à plusieurs fois dans les questions vers Jean-François. Il pourrait y avoir par exemple la question de l'impact sur le servage dans la partie orientale de l'Europe. Enfin, il y a plein de sujets qui restent potentiellement des angles morts. Alors il y a des thèses en cours sur la Saxe qui pourront peut-être en partie répondre à ces défis. Troisième remarque que je voudrais faire, c'est qu'en fait, je crois, alors ça a transparu toute la journée, il est important, au-delà de la césure français et population civile étrangère, d'avoir une lecture par couche sociale, en fait, de l'expérience des civils. Il me semble que ce qu'on a pu dire dans la journée sur les élites, dans leur rapport avec les militaires, sont très différents parce qu'ils assument en fait, un petit peu comme leurs interlocuteurs militaires, des fonctions d'administration de territoire, des fonctions d'administration des populations, qui les amènent, et je vais revenir plusieurs fois sur cette idée, à des logiques transactionnelles. Alors, et Thomas l'a dit, il y a des transactions, il y en a à plein d'étages dans les couches de la population, mais c'est particulièrement vrai, évidemment, pour les élites. Transactions, négociations. On a eu une discussion ce matin sur la question du Hanovre, par exemple, qui le montre très bien. Ce que disait Vincent Eguélé sur les élites napolitaines en creux le montre aussi, me semble-t-il, très bien. Et ça renvoie là aussi à d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués. Enfin si, des questions qu'on a évoquées, celle du logement. On voit bien la césure sociale dans le traitement et dans le rapport du coup aux civils. On a parlé du logement, on n'a pas parlé des prisonniers, du dialogue entre l'officier qui est accueilli dans une famille comme prisonnier et qui va nouer des interactions avec la population civile, qui n'a évidemment rien à voir, alors, il y a une dimension géographique diversifiée, mais quand même, qui n'a rien à voir avec la façon dont le soldat prisonnier va pouvoir interagir avec lui aussi des civils. Alors ce qui est certain, et le mot est revenu à plusieurs reprises, au-delà du terme de transaction, c'est qu'on voit bien que dans les situations de guerre pendant la période impériale,
on a en fait toute une série d'accommodements entre le pouvoir militaire, le pouvoir français de façon générale, le pouvoir militaire souvent à une échelle plus locale, et des populations civiles sur le plan politique. Sur le plan économique, que ce soit les entrepreneurs de lit, que ce soit les questions de prévarication, je vous avais dit que j'étais fatigué, les questions d'intérêts convergents autour de la contrebande avec le monde de la douane, etc., etc. Mais aussi, évidemment, des accommodements sur le plan social, parce que, et ça recoupe la question élite-non-élite, on voit bien à un moment qu'il y a des convergences parmi les civils avec les Français pour des questions justement d'ordre social maintenu ou pour des questions de sécurité publique, tout bêtement, dans l'espace qui est passé sous administration française. Alors évidemment, la réalité est plus complexe, mais cette notion d'accommodement me semble importante à être soulignée. Et là, on retrouve en fait des éléments qui sont des éléments assez communs, soulevés par l'historiographie sur toutes les situations d'occupation militaire sur l'époque contemporaine. Alors si on descend vers le bas, je fais un petit peu attention au temps, mais je ne suis pas trop mal, si je rentre vers les populations au sens plus large, si on rentre dans des couches qui ne sont pas les élites, la réception, la coexistence avec les Français, elle est extrêmement variée en fonction du théâtre géographique, je pense que ça a été très, très, très bien montré, et en même temps avec des éléments de convergence permanente. C'est évidemment toute la problématique là aussi de l'occupation, tout ce qui relève des exactions, et là pour le coup le 19e est peut-être plus marquant que le 20e siècle, parce que tout ce qui est de la logistique, notamment alimentaire, elle n'est pas encore suffisamment structurée pour répondre à cet enjeu. Donc ça va aller des questions de maraude, enfin tout ce qu'on a évoqué ce matin, la question de maraude, jusqu'aux questions de viol ou de meurtre, la question du passage des troupes, y compris sur le territoire national. Et ça renvoie de façon plus large à la question de cette interaction civile-militaire, violence contre violence. Et finalement, le militaire, même à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, exerce des formes de violence sur le civil auxquelles répondent des contre-violences. Et évidemment, quand on monte sur les théâtres de contre-insurrection, Tyrol de façon faible, l'Espagne, on l'a beaucoup vu ce matin, mais l'un des exemples, me semble-t-il, les plus marquants en début de période, c'est la Calabre. Il y a une question ce matin sur la question des normes juridiques. Le sacre de Loria décidé par Masséna, c'est un exemple. Et on est dans une logique qui est là aussi une logique transactionnelle. Exercice de la violence versus dispositif, d'encouragement à accepter la présence française, et on joue sur les deux tableaux en permanence, avec la même chose dans le camp d'en face, d'où cette logique violence contre violence. Alors il y a d'autres registres, peut-être qu'on a un peu moins évoqué, c'est le civil spectateur de la guerre. Alors spectateur d'une façon indirecte de la guerre, tout ce qui relève des entrées de ville, beaucoup de descriptions par les Berlinois de l'entrée des troupes dans la capitale de la Prusse, avec un choc de réalité par rapport aux représentations que les gens s'en faisaient. Alors, une armée qui n'est pas complètement aussi rutilante sans doute que ce qu'ils imaginaient, avec des gens beaucoup plus petits que le Prussien moyen, sans tomber dans un essentialisme de bas étage. Mais enfin voilà. Donc, le côté spectateur, le côté aussi récit, ça a été évoqué un petit peu pour Vienne en creux. On suit la campagne, on est spectateur en quelque sorte de la campagne, et puis il y a des témoignages directs. L'exemple de Leipzig, de ce point de vue, est un bon exemple. On sait que la population, depuis les hauteurs de la ville, les remparts, les clochers, observe en fait le spectacle, entre guillemets, qui est la bataille qui se déroule sous ses yeux. Autre point qui me semble devoir être souligné rapidement dans cette conclusion, c'est tout ce qui relève finalement des transferts culturels, de ce qu'on a pu appeler, j'aime pas le terme, mais là par gain de temps il est pratique, d'interculturalité. Alors c'est tout ce qui relève pour le coup des circulations en fait autour des gens qui étaient acquis aux Lumières, les afrancesados, mais pas seulement. Bernard Guénaud est parti, mais les néo-jacobins dans le sud de l'Italie ou d'ailleurs dans la péninsule de façon générale, avec des espaces dédiés. Je vous prends juste un exemple, là aussi, qu'on aurait pu croiser dans la journée. Les loges civiles militaires, je parle des loges maçonniques, ou des militaires qui peuvent
pas pratiquer leur activité maçonnique parce qu'ils sont loin de leur loge habituelle, vont coexister avec des civils locaux dans des loges. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Évidemment, la question de la francophilie, la question de la napoléonophilie et évidemment ces interactions, là aussi, évidemment, sous un angle particulier. Même chose, il y a des populations plus directement concernées par ces questions de transfert culturel. On a évoqué toute la journée, sans peut-être le dire aussi, de façon aussi franche que moi en fin de journée, les édiles locaux qui sont en permanence en première ligne dans cette interaction. Les interprètes, qui font partie des éléments qu'on n'a pas évoqués dans la journée, mais qui sont assez évidents. Je ne sais plus qui a évoqué le caractère très ethnographique de l'officier français, c'est peut-être Vincent tout à l'heure. La question des libraires, par exemple, et la traduction d'ouvrages pour répondre à ce marché, la question des clergés. On a parlé du soin, mais il y a la question du soin ultime qui est celui juste avant la mort. Donc vous avez là toute une série de populations plus particulièrement concernées par les transferts culturels et puis de façon plus large, évidemment. Je passe très vite parce que sinon je ne vais pas tenir mon temps sur tout ce qui relève justement des émotions à travers les correspondances. Il y a eu plusieurs moments dans la journée qui l'ont évoqué, avec cette difficulté d'aller vers le fort privé, de bien savoir exactement la réalité derrière les mots qui sont employés en fonction du type de correspondance. Et ça m'amène de façon plus large à la question du rapport cette fois-ci, parce que c'est finalement, à part la correspondance, l'aspect qu'on a le moins évoqué, de la réinsertion en fait des militaires dans la société civile. Il y a quand même toute une série de gens qui partent à la retraite pendant cette période, qui rentrent dans la société civile, qui retrouvent le monde civil avec une difficulté là aussi classique de cette césure entre monde civil, monde militaire. Alors il y a une espèce de sas intermédiaire ou d'espace un peu privilégié, typiquement tout ce qui relève des emplois autour du tabac pour les vétérans. Mais de façon plus large, cette question de la réinsertion, elle m'amène, et je vais finir là-dessus évidemment, sur les questions de mémoire de cette guerre, de ces guerres napoléoniennes, avec des mémoires très fragmentées selon les espaces géographiques qu'on va observer. Jean-François, en répondant aux questions tout à l'heure, a évoqué les révolutions du 19e. Si on regarde le temps long, notamment évidemment à travers l'archétype qu'est le demi-solde, on voit bien quand même une légende napoléonienne se dégager, celle qu'a étudiée Sudhir Singh parmi d'autres gens, ou dans un autre sens très national, la mythification allemande des guerres de libération avec la volonté d'inscrire dans le paysage l'action et notamment, alors là aussi de façon mythifiée, des civils entre guillemets, des Freikorps, etc., dans le paysage, qui amène finalement à deux mémoires qui, je ne dirais pas estompent la césure militaire-civile, mais en tout cas les recomposent autour d'un idéal national, idéal allemand, idéal italien, etc., ou alors qui les recompose autour du rapport à la révolution, parce que fondamentalement, la perception des civils par rapport aux militaires français qui arrivent chez eux, au départ, elle est celle de vecteurs, d'exportateurs des idées de la Révolution française. Voilà, j'ai essayé de ramasser un petit peu les différents éléments qu'on a balayés, un peu plus ou un peu moins, selon le moment de la journée. Je vous remercie. Alors, juste deux mots avant de passer la parole à Thierry. Évidemment, les intervenants, il y en a certains qui sont partis, mais je leur rappelle que tout ça finira dans Napoléonique à la revue. Donc, à bon entendeur, vous aurez à rendre un texte probablement autour du mois d'avril. Et vous en avez, pour ceux qui ne l'auraient pas eu et qui voudraient celui de la précédente journée qui était donc sur la logistique, elles sont à l'accueil à votre disposition. Voilà. Bien, donc moi je suis là pour mettre le générique de fin, mais j'ai peut-être aussi une idée à vous livrer. D'abord, merci à François et Walter pour l'organisation de cette journée. Merci à Pierre d'avoir permis tout ça. C'est donc maintenant un événement annuel, si je ne me trompe pas, et qui au fond fait avancer les choses. Alors moi, en écoutant tout ça, je me suis aperçu que je n'avais pas très bien compris de quoi il s'agissait aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'était pas ça que j'attendais. Alors,
j'ai été très heureux d'avoir ce que j'ai entendu. Moi, j'avais pas compris les choses comme ça, et c'est pour ça que après m'être beaucoup nourri de ce qui a été dit aujourd'hui, je me suis demandé si les civils face aux militaires était un sujet qui ne mériterait pas d'être prolongé par les civils face aux guerres. Hein. Gros malheur la guerre. Aujourd'hui, dès qu'il y a une guerre quelque part, en fait, on ne nous parle pas de la guerre, mais on nous parle des colonnes de réfugiés, on nous parle des gens qui sont déracinés, etc. Et je me demande si ça ne pourrait pas être un axe de recherche, parce que bon, on a parlé de la population qui résiste, on a parlé un peu de la population qui collabore, mais il y a aussi toute une population qui subit, et qui subit, on va dire, de façon extrêmement, j'allais dire, brutale dans tous les sens du terme, à la fois brutale par le stimuli extérieur et puis par leurs propres sentiments par rapport à tout ça, quoi, hein. Alors, j'imagine que c'est évidemment un travail, mais je me rappelle, lorsque j'avais travaillé sur l'histoire de l'Empire et que je lisais encore des livres napoléoniens, j'étais tombé sur un recueil de textes préfectoraux du Sud-Ouest. Je crois que c'est Jean-René Surato qui avait dirigé cette publication, et où il y avait pas mal de rapports du préfet qui racontaient comment les populations quittaient leur village, avec leurs vaches, avec des charrettes, enfin l'exode, hein, au fond. Et je me demande s'il n'y aurait pas là un axe de recherche qui pourrait être, pour une fois, ce ne sont pas les Français qui sont méchants, ce sont les autres qui ont poussé les populations à le faire. Je dis ça parce que les archives seraient assez facilement accessibles, hein. Je pense que les préfets ont dû écrire des kilomètres sur ces sujets dans tous les départements. D'ailleurs, Camille a un petit peu utilisé ça. Moi, je connais un tout petit peu les affaires de l'Est. Il y a sur Metz, il y a évidemment, enfin Metz, la Moselle, et il y a des dizaines et des dizaines de rapports sur ce sujet, avec en plus l'arrivée du typhus, etc. Enfin, tous les gros malheurs de la guerre que les civils ont subis. Et puis, on sait aussi déjà, depuis longtemps, que les guerres du 19e allaient ressembler aux guerres du 20e. C'est Housset, hein, dans ses volumes sur 1813, 1814, 1815, qui n'avaient probablement pas été lus par ceux qui allaient ensuite se battre pendant les guerres mondiales, et qui déjà avaient montré un certain nombre de choses sur ce sujet. Et donc, je dirais que, est-ce que un sujet, alors c'est notre directeur scientifique qui décidera ça dans sa grande sagesse, mais je me demande si ça, ce ne serait pas un sujet, et au fond, pour les quelques universitaires qui peuvent ici donner des mémoires, si ce ne serait pas un sujet qu'il faudrait faire travailler aux étudiants. Alors c'est dommage, on n'a personne de l'université de Lorraine, parce que c'est évidemment, les régions de l'Est sont évidemment les régions où on aurait, on va dire, une grosse matière, quoi, parce que pour le moment, sur ces sujets-là, on a quelques petites choses. On sait, il y a, je sais plus, dans les mémoires d'un aide de camp de Napoléon sur la Prusse, il y a aussi quelques témoignages sur le sujet, avec des populations prussiennes qui massacrent des soldats français, enfin, etc. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à prolonger de cette journée, parce que là, c'était un peu face aux militaires, mais c'est peut-être face au malheur de la guerre. Enfin, j'exagère. Enfin, si, non, c'est finalement un petit peu le mot, et qui rapprocherait aussi, encore une fois, notre matière de la façon dont on parle des guerres du XXe siècle, et même du dernier quart du XXe siècle, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de guerres qui se déroulent en ce moment. Pour les moins jeunes d'entre nous, quand il y avait la guerre du Vietnam, tous les jours on voyait des combats. Depuis 20 ou 30 ans, on ne voit plus de combats. On voit des populations sur les routes, on voit des gens qui pleurent parce que leur maison a été détruite. Ils ont raison de pleurer, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais là aussi, il y a probablement une réalité qui, au fond, peut-être ressemblait, peut-être pas à celle absolument d'aujourd'hui, mais on va dire l'exode de 1940 a probablement eu lieu à beaucoup d'endroits, en France, en Europe, à l'arrivée des troupes.